Bien, je vais commencer le webinaire. Donc, le corona en question. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue. Le webinaire sera en français, mais n'hésitez pas à poser vos questions en néerlandais ou en français au panel. Donc là, il y a pas de souci. Donc, volontairement, on a coupé vos micros et vos vidéos pendant les questions-réponses. Il n'y a aucun souci. On remet bien sûr les micros et les vidéos si vous le souhaitez. Alors, je vais donner la parole à Caroline Scholtes qui va vous expliquer un peu qui est présent. Caroline travaille pour la COCOM, c'est elle qui est à la base de l'initiative de ce webinaire. Et donc, elle va vous donner donc tous les petits détails de l'après-midi. Je te donne la parole, Caroline. Bonjour, merci Patrick. Donc, alors, pour partager mon écran, je pense que tu dois enlever le tien. Mais alors, voilà, moi je suis Caroline Scholtes, je me présente d'abord, excusez-moi. Mais voilà, moi je travaille à la cellule hygiène, je suis infirmière et anthropologue à la COCOM. Et moi je suis ici pour un petit peu faciliter le webinaire au niveau du contenu. Donc, je voudrais d'abord vous présenter très brièvement les personnes qui font partie du panel qui d'une part, présenteront ou répondront aux questions ensuite, à vos questions. Il y a le professeur Céline Mailleux, qui est professeure en santé publique à l'ULB et sociologue de la santé. Docteur Leila Belkir, qui est infectiologue à Saint-Luc et qui travaille notamment dans les unités Covid. Le docteur Sophie Spears, qui travaille à Médecins sans frontières en charge de la qualité et qui a pas mal travaillé dans les maisons de repos et de soins pour tout ce qui est mise en place des mesures de protection, de prévention. Inge Neven, qui est en train de parler mais qu'on n'entend pas, qui est la coordinatrice de la cellule hygiène à la COCOM. Et au niveau des présentations, il y aura Cécile Huard, qui est infirmière à la cellule hygiène, qui coordonne l'équipe terrain de la COCOM au niveau suivi épidémiologique et tracing. Et Ine van den Bussche, qui travaille à Belta, donc ce qui est un peu l'unité, enfin l'association qui s'occupe de la tuberculose et du tabagisme, entre autres. Et Ine est aussi en charge de coordonner une équipe de terrain de suivi épidémiologique. Donc voilà, on va commencer pour vous expliquer un peu le déroulement de ce webinaire. Donc on va le faire en 2 sessions. J'espère que vous voyez mon écran. Il faut que ça se mette en plein écran. Voilà. Je vais peut-être le mettre en plus grand. Est-ce que je peux faire ça déjà? C'est très bien, c'est lisible. C'est bien comme ça, Oui, voilà. c'est très bien. Sinon, je le mets en très grand. Mais... en fait, il y aura donc 2 parties. Le tout fera environ 90 minutes, on espère. La première partie sera une présentation, plus d'informations générales sur l'épidémiologie, c'est-à-dire la situation du Covid à Bruxelles plus particulièrement, sur le virus, la maladie, les modes de transmission et ensuite des questions-réponses ou bien vos retours d'expérience de votre travail sur le terrain parce qu'on veut vraiment savoir ce qui se passe et comment on peut vous soutenir au mieux. Et la deuxième partie, ce sera sur le suivi des contacts, les tests, la quarantaine et quel soutien on peut apporter aux personnes qui doivent se mettre en quarantaine ou qui ont des difficultés par rapport à la situation et au Covid. Voilà, je ne sais, si vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas à utiliser le chat afin de nous poser ces questions. Moi, je vais les collecter et les réunir s'il y a des questions similaires et comme ça, je pourrai ensuite m'adresser aux personnes du panel pour y répondre. Et voilà, et ensuite, on vous donnera également la parole pour poser des questions oralement s'il y en a d'autres. Mais donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser le chat. Il n'y a aucune question idiote. Voilà, ça peut aller dans tous les sens. Donc, vous êtes vraiment là pour vous exprimer et on est là pour répondre à vos soucis et à voilà, toutes vos réflexions.
Donc, je vais donner la parole, ou plutôt Patrick, tu peux donner la parole Oui, à Cécile. effectivement, tu peux quitter. Voilà, la présentation est prête. Donc, ça, tu vas aider Cécile. Cécile, la parole est à toi. Oui. Bonjour à tous. Donc mon nom est Cécile, je suis infirmière de la cellule hygiène. Et alors je suis impliquée dans la gestion de cette crise, de cette épidémie à Bruxelles depuis fin janvier. Alors c'est la première fois que je présente ceci, donc mes excuses si ça manque un petit peu de fluidité. Je vais passer aussi assez rapidement sur les slides pour vous permettre de poser vos questions et de partager vos expériences, ce qui est quand même aussi très important dans ce webinaire. Et ne vous en faites pas, vous recevrez la présentation que vous pourrez alors parcourir à votre aise. On peut passer à la suite, Caro. Voilà, donc le coronavirus, voilà quelques questions qu'on peut se poser. Quelle est la situation à Bruxelles pour le moment? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce que ce virus se transmet? Tu peux passer. On parle du nouveau coronavirus. Pourquoi est-ce qu'on parle du nouveau coronavirus? Bien, c'est parce que en fait, c'est un groupe de virus qu'on appelle les coronaviridés, qu'on connaît depuis quand même déjà un certain nombre d'années et qui peut provoquer des maladies sans gravité comme un bête rhume, mais qui peut aussi provoquer des pathologies plus graves, principalement au niveau respiratoire. Alors, le virus qui nous concerne maintenant, c'est le SARS-CoV-2. On parle de CoV-2 parce qu'il y a déjà un CoV-1 qui a provoqué une épidémie en 2012, principalement au Moyen-Orient et Corée du Sud. Et ce SARS-CoV-2 provoque la maladie qu'on appelle le Covid-19. 19 parce qu'il a été découvert en 2019. Un premier cluster a été découvert en Chine en 2019, raison pour laquelle c'est donc Covid-19. Alors, c'est un nouveau virus et ça a certaines implications. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait le tour complet de la question. Non, pardon. Voilà, c'est ça. Donc les connaissances évoluent, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours un peu partout dans le monde et donc on doit s'adapter en fait en fonction de ces nouvelles connaissances, ce qui veut dire que les recommandations officielles changent aussi en fonction de ces nouvelles connaissances. Et donc c'est important de suivre l'actualité pour être au courant de ces recommandations. Alors, c'est normal, hein, tous ces changements de procédure, mais on se rend compte que c'est pas facile. Ça demande une grande flexibilité, une capacité à s'adapter. Et alors là, en combinaison avec la famille et le boulot, et ça peut très vite devenir un sacré casse-tête. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Ben, c'est parce on habite tous à Bruxelles, on travaille à Bruxelles en tout cas, et que les chiffres augmentent. Et donc, c'est le branle-bas de combat depuis un certain temps à tous les niveaux. Et on a chacun son rôle à jouer en tant que citoyen, mais aussi en tant que personnel de proximité, en contact avec un grand nombre de personnes. Ces personnes ont des questions, ont des doutes, des convictions qui ne correspondent pas forcément aux informations scientifiques. Et donc, c'est important d'ensemble revenir sur ces informations pour être sûr de donner les bonnes informations aux citoyens. Alors, on va parcourir quelques données qui datent déjà de quelques jours, mais qui permettent quand même de voir la tendance sur le territoire. Alors, on remarque déjà des différences entre la première et la deuxième vague en termes de tranches d'âge de la population qui sont affectées. Et ça, je vais vous montrer sur les slides qui suivent. Un premier slide, Caro, si tu veux bien, montre qu'un cinquième des cas se trouve à Bruxelles, qu'il y a plusieurs centaines de nouveaux cas découverts tous les jours. Donc là où ça baisse, c'est le week-end, hein, où on fait moins de tests et on traite moins de données forcément. Alors là, on voit que pour le moment, c'est principalement des femmes qui sont affectées, enfin principalement c'est 53%. Et alors là, on voit très bien que la tranche d'âge la plus affectée pour le moment, c'est les 20-29 et les 30-39. Alors que la première vague, c'était surtout les personnes âgées. Alors, l'épidémie à Bruxelles, ben là, vous voyez la courbe qui est quand même encore à la hausse. Donc, une fois de plus, vous recevrez les slides pour regarder tout ça à votre aise. Et alors ici aussi, on voit le nombre de tests effectués tous les jours qui est en augmentation, mais on voit aussi que le pourcentage de tests positifs est en augmentation à Bruxelles. Alors,
les symptômes du Covid-19. Ceux-ci sont les symptômes les plus importants, donc la fièvre, l'essoufflement, toux sèche, maux de tête et de gorge et fatigue. Alors, on constate que dans 80% des cas, dans la grande majorité, la maladie est plutôt légère, mais que malheureusement, il y a quand même 20% où c'est plus sévère. Et donc, les patients doivent être hospitalisés, voire même intubés aux soins intensifs. Et alors, on constate aussi que chez certaines personnes, il y a des symptômes au niveau de l'estomac et des intestins, et qui peuvent se manifester de manière isolée, donc sans qu'il y ait d'autres symptômes impliqués. Donc, raison pour laquelle c'est important que les médecins restent attentifs à ça et pensent aussi au Covid si jamais ce type de symptômes se produit sans qu'il y ait d'autres sources identifiées. Comment ce virus se transmet-il ? Alors, comment est-ce qu'il circule ? Enfin, comment circule-t-il et comment se transmet-il d'une personne à l'autre ? On a constaté malheureusement qu'une personne qui n'est pas encore malade peut déjà être contagieuse. Donc le virus se trouve déjà au niveau du nez et de la bouche et peut donc être expulsé quand cette personne parle, rigole, chante. Évidemment, c'est moins contagieux que quand les symptômes se déclarent, où là, évidemment, on commence à tousser, on éternue, on a le nez qui coule. Et là, il y a une plus grande quantité quand même de virus qui est expulsée. Alors, on a remarqué que les jeunes sont plus souvent asymptomatiques alors qu'ils sont contagieux, et qu'on voit aussi que malheureusement, dans cette catégorie d'âge, on a plus de difficultés à respecter les mesures de distanciation. Raison pour laquelle la communication est quand même aussi fort axée sur ce groupe-là de la population. Et alors, la transmission se fait directe, donc en face à face avec une personne contaminée. Donc, les gouttelettes qui sont expulsées par la personne malade sont inhalées directement par une autre personne. Mais il y a aussi une contamination indirecte en passant par des surfaces ou un contact rapproché, donc on serre les mains ou on fait la bise. Et alors, les portes d'entrée se situent au niveau des yeux, du nez et de la bouche, ou par la respiration en inhalant des gouttelettes qui portent le virus. Et alors, on a ici un petit slide qui montre le type de gouttelettes qu'on expulse, même simplement en parlant, différentes tailles, et en fonction de la taille de ces gouttelettes, eh bien, on peut facilement éviter qu'elles se déposent sur les surfaces ou sur les mains, par exemple, en aérant les espaces confinés, par exemple. Alors, les gouttelettes les plus lourdes qui contiennent le plus de virus, heureusement, à moins qu'on soit couché par terre, elles se déposent sur le sol et donc représentent peu de danger. Mais c'est surtout les autres là où on doit être attentif. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur l'importance de garder ses distances et de porter le masque. Alors, en quoi consiste la prévention ? Là, on a des images qui illustrent bien qu'en appliquant les mesures dont on a déjà parlé un petit peu pour limiter la transmission, donc dans la première image, on voit qu'une personne pourrait en contaminer indirectement 8 autres. Et en appliquant les mesures, eh ben, on limite la transmission à une personne par personne contaminée. Donc, pour éviter de repasser à un lockdown complet, on essaie d'identifier les malades potentiels pour les tester et s'assurer que les malades et les contacts au risque qui pourraient devenir malades soient en isolement chez eux à la maison. Alors, c'est l'affaire de tous, hein, la prévention. On a tous cette responsabilité de bien suivre les mesures qu'on voit ici. Donc, se laver suffisamment longtemps les mains ou les frotter en tout cas avec un produit hydroalcoolique. On reviendra là-dessus plus bas. Éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche, parce qu'on a vu que c'était justement ça les portes d'entrée. Si d'aventure on éternue ou on tousse, bien couvrir sa bouche et le nez à l'aide d'un mouchoir ou dans le creux du coude. Éviter les contacts rapprochés, que ce soit en serrant la main ou en faisant la bise, et garder donc cette distance, c'est primordial. Et éviter les foules où là le virus pourrait se propager facilement d'une personne à l'autre. Alors, dans le prochain slide, on voit les types de masques
Le premier masque, le masque FFP2, est vraiment réservé au personnel soignant parce que c'est ce masque-là qui protégera le porteur des aérosols. Et donc, il y a certains actes médicaux qui provoquent des aérosols, donc qui font que le virus est expulsé de manière active. Et donc, ça, c'est vraiment priorité pour le personnel soignant. Pour les citoyens, on voit le masque chirurgical qui ne protège donc pas contre les aérosols, mais contre les gouttelettes, et qui évite aussi évidemment qu'on se touche le nez et la bouche, donc les pores d'entrée dont on parlait plus haut. Et alors, les masques en tissu, on en voit de nombreux types, de qualités différentes, et la fonction principale de ces masques en tissu, c'est de faire en sorte, c'est de protéger les autres en fait. Donc, de garder les gouttelettes qui contiennent peut-être du virus chez nous. Et une fois de plus, pour empêcher qu'on touche les portes d'entrée. Alors ici, un petit rappel de comment appliquer un masque chirurgical. Bien se laver les mains avant. Faire en sorte que la tige en métal se suive bien, respecte bien le relief du visage. Et faire en sorte que ce masque couvre bien le nez et le menton. Donc du nez au menton. Et toucher évidemment le masque le moins possible parce que ça pourrait donc être une surface potentiellement contaminée. Alors, l'hygiène des mains, pourquoi est-ce que c'est tellement important dans la lutte contre la propagation du virus? C'est parce que les gouttelettes, elles retombent sur les surfaces, sur les mains. On touche les surfaces, on se touche le visage au moins une fois par minute. Et un tiers de ces contacts se trouve au niveau des muqueuses, et donc c'est par là que le virus rentre dans le corps. Et malheureusement, le virus survit quand même un certain nombre d'heures dans l'environnement. Alors, un petit rappel concernant l'hygiène des mains. Donc, il faut se frotter les mains pendant au moins 30 secondes et c'est plus long que ce qu'on ferait d'habitude. Donc, il faut quand même insister sur ce fait. Au moins 5 fois par jour à des moments stratégiques de la journée. Et bien sûr, toujours aussi après avoir touché des surfaces potentiellement contaminées, comme je disais, le masque, après avoir fréquenté le transport en commun, après avoir serré la main de quelqu'un, donc à éviter en principe. Et alors, un petit truc pour se rappeler le lavage des mains régulier, c'est de mettre des bouteilles de gel hydroalcoolique à des endroits stratégiques comme dans la voiture, dans le hall d'entrée, à la maison, enfin des endroits qui sont bien en vue et qui nous permettent de ne pas oublier ce geste tellement simple et tellement efficace. Alors, on est bien conscient qu'il y a pas mal de fake news, de rumeurs, de théories de complot qui circulent dans la population. Et donc, c'est important d'en être conscient et de rentrer dans le dialogue pour essayer de déceler le fondement de ces informations et de pouvoir proposer les informations correctes en échange. Donc l'importance de ce dialogue, de cette écoute est primordiale. Et alors, on revient encore brièvement sur quelques messages clés et quelques conclusions. Donc, les porteurs du virus sont souvent asymptomatiques et jeunes. Les mesures qu'on applique, c'est pour protéger les personnes à risque de développer des formes graves, donc entre autres nos aînés. Il est très important de garder ses distances, d'appliquer une hygiène des mains rigoureuse et de porter son masque. Et vous, en tant qu'acteur de terrain, vous êtes des partenaires essentiels pour faire passer ces messages, pour rester en contact avec les citoyens qui ont des questions, qui ont des doutes, et de continuer à jouer ce rôle de soutien au quotidien. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et maintenant, c'est à vous que je laisse la parole. Merci, merci Cécile. Je crois, Caroline, que tu n'as pas eu beaucoup de questions de de nos participants. Donc, je vais donner la possibilité à tout le monde de pouvoir parler s'il y a des questions. Caroline, toi, tu es la première. Tu peux peut-être faire un. Non, non, merci beaucoup Cécile, mais voilà, je voulais savoir si parmi les participants et les auditeurs, est-ce qu'il y a des questions ou bien si quelqu'un du panel voulait ajouter quelques précisions ou bien donner un peu son point de vue sur ce qui s'est dit. Il suffit de réactiver votre micro et vous pouvez parler. Moi, je veux bien dire un petit mot, peut-être. Bien sûr. Nous avons
Bonjour à tous. Docteur Moi, je Belkir. voulais juste, N'hésitez pas à vous représenter, hein, parce que voilà. c'était très Donc, bref. oui, Leïla Introduction. Belkir, je suis infectiologue. Donc, infectiologue, c'est un médecin qui s'occupe des maladies transmises par des bactéries, des virus, des champignons, il y a beaucoup de choses. Et donc, je travaille à Saint-Luc et je m'occupe aussi des patients Covid depuis le début de l'épidémie, en tout cas à Saint-Luc. Ce que je voulais préciser par rapport à tout ce qui a été dit, à la très belle présentation, quand on dit que les jeunes sont souvent asymptomatiques, hein, donc ils ne se rendent pas compte s'ils sont porteurs du virus qu'ils le sont. Donc l'idée, c'est évidemment de ne pas stigmatiser une catégorie d'âge, mais de bien se rendre compte qu'au final, si on ne fait pas attention, ben, on finit parce qu'on vit avec ses parents ou parce qu'on va voir ses grands-parents, on finit à un moment donné par contaminer des personnes plus âgées. Et ce sont surtout elles que l'on retrouve en hospitalisation. Et donc de préciser que pour l'instant, on assiste réellement à une augmentation du nombre de patients hospitalisés. Donc si je donne mes chiffres que je connais bien, la semaine passée, on avait 12 patients. Vendredi, samedi, on était à 17. Aujourd'hui, on est à 22. Donc, on a dû ouvrir une nouvelle unité en sachant que j'ai fait sortir des patients hier. Et aux soins intensifs, il y en avait 2 la semaine passée. On est à 6 patients aujourd'hui. Et donc, ce sont à nouveau les mêmes patients que l'on voyait au mois de mars, donc des gens entre 50 et 70 ans qui ont de l'hypertension, donc une tension artérielle trop élevée, ou qui sont diabétiques, qui parfois sont en surcharge pondérale. Donc ce sont les fameux facteurs de risque que l'on connaît. Et donc, je crois que c'est vraiment un message à faire passer, c'est que si le virus circule et continue à circuler, même s'il y a beaucoup de gens, et heureusement, qui n'en subiront pas de conséquences, hein, donc la plupart des gens, il faut le rappeler, voilà, ont un peu de fièvre ou peuvent perdre le goût et sinon se sentir bien ou parfois ne rien sentir. Il n'y a rien à faire, c'est un peu comme une tache d'huile. Si à un moment donné le virus circule de trop, il finit par toucher des personnes qui après se retrouvent quand même à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien rester vigilant. Et je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des fake news qui disent que non, il ne se passe rien, les hôpitaux sont vides, on nous ment. C'est pas vrai. Enfin, voilà, surtout dans les grosses villes, et en particulier à Bruxelles, ce que nous, on vit maintenant à Saint-Luc, tous les hôpitaux bruxellois sont en train de le vivre et c'est en train de commencer aussi à Liège. Mais il faut rester optimiste, hein, c'est pas du tout, on n'est pas dans la même dynamique qu'il y a quelques mois, heureusement. Et donc, je pense qu'il y a vraiment encore moyen de freiner tout ça si on sensibilise les gens. Voilà, c'était mon petit laïus. Parfait, merci beaucoup. Mais c'est très important comme rappel. Donc, voilà, c'est bien d'insister sur la situation aujourd'hui et que, effectivement, elle va en s'aggravant et non pas en s'améliorant, malheureusement. Est-ce que parmi les auditeurs, quelqu'un voudrait se lancer dans une question ou une réflexion ou un partage des expériences de terrain, de ce que vous vivez, de vos difficultés? Je voudrais poser la question, alors, parce que bon, il faut que ça vive. Thierry Soupard, Prévention Kuckelberg. Je voudrais, comme tu m'en as parlé, tu voudrais aussi effectivement t'adresser à tous les habitants. Et comment faire passer finalement le message à tous les habitants de Kuckelberg et bien sûr après les autres communes. Est-ce que tu as des suggestions, des problèmes pour faire passer ce message qu'entre autres aussi Leila vient de dénoncer? Thierry? Je ne sais pas si Thierry nous entend, mais là, on a une question de Monsieur Touzani, ou Madame Touzani d'ailleurs, je ne sais pas, qui dit, voilà, l'hiver approche à grands pas et nous allons rouvrir notre chauffoir communal pour accueillir les sans-abri. Que conseillez-vous pour respecter au mieux les mesures de sécurité? Donc, je ne sais pas si quelqu'un dans le panel le sent plus pour répondre à cette question. Je trouve que donc Inge ou Cécile. Oui, mais Cécile est occupée. Oui. Inge, au nom de la COCOM. Sorry. Donc, en fait, comme on a fait pour le plan canicule, donc au sein de la COCOM, on avait donné des recommandations avec aussi la touche Covid. Et donc, pour à nouveau dans l'hiver,
On a, par exemple, à Iterbeek, la demande aussi, quand on va installer nos chauffoirs, hein, donc de verwarming, Ouais, c'est ça. est-ce qu'il y a des considérations, entre guillemets, Covid, du style, ben oui, n'allez pas dans un trop petit local et mettez pas Ouais, mais c'est 50 ça. personnes dedans. Ouais, Est-ce c'est qu'il y a ça. des recommandations particulières de la COCOM dans ce sens-là? Mais je pense qu'en effet, et c'est une bonne question, hein, donc je pense qu'on pourrait faire un petite fiche de pratique, hein, de best practices, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Et je pense qu'en effet, qu'il y a surtout question de prévoir de ne pas avoir trop de gens ensemble. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut veiller. Et essayer aussi d'avoir assez de ventilation et tout, pour justement pour permettre qu'il n'y ait pas trop d'infections qui peut circuler. Donc ça va aussi revenir de dire, OK, quand ils entrent, essayer de laver les mains, hein, donc de porter les masques et des choses comme ça. Je pense que ce sont des choses qui sont quand même importantes, mais à voir cas par cas. Mais je pense qu'en effet, c'est un bon point sur lequel on pourrait faire aussi une petite fiche d'information. Et si je peux me permettre Ouais. d'ajouter, particulièrement pour le public des sans-abri, il y a une équipe qui va s'occuper de travailler pour eux. Donc, si vous voulez, on pourra vous mettre en contact. C'est une équipe constituée des Médecins du Monde, du Nouveau SAMU social et de Médecins sans frontières. Et donc, ces personnes seront disponibles dans la mesure du possible pour venir conseiller aussi et voir quel dispositif mettre en place pour le public des sans-abri. Alors, il y a d'autres questions, notamment pourquoi est-ce qu'il y a autant d'avis différents chez les experts et aussi par rapport, oui, voilà, et par rapport, c'est peut-être aussi allié au fait qu'il y a une décision d'arrêt du port du masque à partir du 1er octobre et qu'il y a des changements de directives. Donc, le pourquoi, même si on ne doit pas nécessairement justifier les décisions, mais d'un peu expliquer le contexte global de tout ce qui est, toutes les mesures, comment elles sont prises, etc. Alors, Et peut-être, oui, pardon, il y avait quelqu'un? Oui, docteur Belkir, je proposais de répondre. Oui, par rapport aux experts. Bon, déjà, je l'ai déjà dit publiquement, mais je n'aime pas du tout le terme expert. Je pense que la problématique, déjà, elle est là. C'est que c'est une maladie que l'on connaît que depuis le mois de décembre. Et encore, on connaît le virus depuis le mois de décembre. La maladie est apparue, c'est surtout quand elle est arrivée aussi en Europe qu'on a plus commencé à s'y intéresser. Donc, c'est une maladie qui est nouvelle. On en apprend chaque jour, vraiment chaque jour, avec parfois des informations qui se contredisent. Au début, on ne parlait pas, par exemple, du rôle des asymptomatiques, c'est arrivé par la suite. Le port du masque, certains plaidaient pour au départ, mais c'est vrai que scientifiquement parlant, on n'avait pas beaucoup de données et on arrivait à juguler la grippe sans masque, donc c'est pour ça que ça a été débattu, plus le fait, il faut le reconnaître, qu'il y avait un problème de stock. Donc ça n'était pas dans les recommandations, nulle part, même de l'OMS. Et puis, au fil du temps, il y a eu, non seulement, il faut aussi le reconnaître, les stocks qui sont arrivés, et puis des données scientifiques qui ont vraiment montré le rôle du masque. Donc, il y a une partie des messages qui ont été changeants au fur et à mesure du temps, simplement parce que les données scientifiques ont changé au fur et à mesure du temps. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une lampe de poche. Ça dépend sur quoi l'expert, entre guillemets, veut regarder. Il y en a certains qui se braquent sur les chiffres absolus du nombre de cas, d'autres plutôt sur les hospitalisations. Et c'est pour ça que ça peut parfois donner des avis divergents, ce qui, je le reconnais, n'est pas du tout une bonne chose parce que ça engendre de la confusion. Maintenant, je crois qu'on est tous d'accord pour dire et pour admettre que là, il est en train de se passer quelque chose, même si on ne regarde pas le nombre de cas, que les hospitalisations augmentent, c'est une réalité. Enfin, je veux dire, même si on regarde les courbes de Cienzano, et en particulier à Bruxelles, et je le disais tout à l'heure à Liège. Donc, si vous prenez peut-être un médecin qui est à Namur, et je suis en contact avec des médecins de Namur, où ils ont par hôpital un patient Covid, et voilà, la réalité, effectivement, ne sera pas la même. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des avis qui sont divergents. Ça, c'est une chose. Alors, par rapport aux différentes mesures qui ont été prises, c'est vrai que malheureusement, le CNS a donné l'impression qu'on relâchait du lest, alors que je pense, bon, je ne suis pas dans les organes qui prennent les décisions, mais je pense que ce qu'ils ont voulu faire en priorité, c'était plutôt harmoniser des mesures. C'est ça que je voulais dire, en effet. Voilà. Donc,
le masque partout, tout le temps, c'était clair. Voilà, au moins on ne se posait pas la question, on sort, on met le masque. Mais d'un point de vue logique et scientifique, c'est vrai que si on est tout seul ou toute seule dans une rue, ça n'a pas de sens. Le virus, il tombe pas du ciel. Et donc, beaucoup de gens ont protesté par rapport à ça, se sont manifestés par rapport à ça. La bulle des 5, ça a été très compliqué et au final, je pense que personne n'a réellement respecté la bulle des 5. Et donc, je crois que le CNS a voulu donner le signal de OK, il y a des choses qui n'ont pas été comprises par les gens ou qui ont juste été des mesures de trop et donc on va harmoniser. Mais il manquait, ça c'est mon avis maintenant, un signal qui était quand même de dire OK, on va rendre les choses un peu plus cohérentes, mais ça ne veut pas dire que l'épidémie va mieux, que du contraire, parce que clairement, ça ne va pas mieux sur Bruxelles sans tomber dans du catastrophisme ou de la peur qui n'est pas bonne conseillère et donc je ne suis pas du tout pour la peur. Donc voilà, donc je crois qu'il aurait peut-être fallu plus réexpliquer le contexte de dire on simplifie les mesures pour que ce soit mieux respecté pour tout le monde. Mais voilà, il faut quand même que les gens se responsabilisent et qu'on soit solidaires en fait. Je pense qu'il n'y a rien à faire. On doit se protéger pour soi, mais surtout pour les autres, surtout pour les personnes plus fragiles. Et pour moi, on est vraiment arrivé à passer le cap de la première vague parce que tous les gens ont été solidaires. Et je crois qu'il faut vraiment réinstaurer ce sentiment-là que oui, ben, on en a tous marre du Covid. Je peux vous dire que je crois que tout le monde en a marre, que ce soit les citoyens, que ce soit les infirmières, les aides-soignants, les médecins, enfin toutes les personnes qui travaillent autour de ça. Mais si on veut passer le cap, ben, voilà, il faut de nouveau que chacun agisse en pensant à soi, mais aussi et surtout aux autres. Je pouvais pas le dire mieux que ça. Donc voilà. Non, et c'est aussi suite aux différents événements de mercredi passé. Donc le CNS qui a alors donné l'impression, même si elle ne voulait pas, parce que je pense aussi que c'est un peu la communication qui s'est mal passée en fait, donner le message que ça allait mieux, etc., que c'est quand même perçu comme ça. Mais c'est aussi la raison pour laquelle alors le ministre Vervoort et Madame Scholiers ont réuni tout le bourgmestre samedi après-midi pour discuter de la situation et que je trouve que c'est très bien. Pouvez-vous couper le micro, s'il vous plaît? Ouais, et que justement, avec tous les bourgmestres, voilà, qu'on a vite travaillé pour justement reclarifier les règles pour le port du masque, sachant qu'en effet, donc, au niveau du CNS, c'était demandé de ne plus avoir se porter de masque de façon globale. Donc c'est pour ça qu'on est revenu, entre guillemets, à la situation du mois de mai. Surtout, donc, de dire, OK, on va essayer de porter le masque dans des situations où on peut vraiment avoir des contacts qui sont très, très proches. Donc, c'est dans les rues commerciales, c'est au niveau de l'horeca de soir et aussi, ça s'était ajouté partout à la rentrée scolaire, donc quand il y a les heures de début et de fin aux écoles, qu'il a aussi demandé les parents de porter le masque. Donc ça, c'est des choses qui ont été ajoutées à ce moment-là. Et comme la situation, comme Dr. Belkir vient d'expliquer, commence quand même à s'aggraver, point de vue hospitalisation et point de vue d'âge, qu'il y a de plus en plus des gens de 65 plus qui sont infectés, que là, on a vraiment regardé, OK, comment on peut maintenant un peu atténuer l'augmentation des chiffres et essayer quand même de ne pas partir dans une vraie deuxième vague qu'on a connue pendant le mois d'avril, etc. Donc, raison pour laquelle alors que justement, il y a cette fermeture des cafés à 23 heures a été annoncée à ce moment-là. Et oui, on peut discuter de beaucoup de mesures, etc. Est-ce que c'est la bonne mesure? Est-ce que ça va avoir le plus d'impact, etc. C'est vrai que c'est tout des débats, que scientifiquement aussi, comme on vient d'expliquer, le virus n'est pas encore super bien connu. Donc, c'est toujours difficile aussi d'estimer l'impact que quelque chose va avoir. Mais c'est clair que partout où on a des contacts qui sont proches, donc aussi ce que Cécile a expliqué, la distanciation entre les personnes et tout, ça reste l'élément clé.
Et je pense que c'est là justement qu'on a surtout regardé les endroits où justement on va de plus en plus se rapprocher aussi et où on va un peu lâcher un peu l'attention aux règles. Et évidemment, ça peut se produire à la maison, mais là on a moins de contrôle, hein, et ça peut aussi se produire justement dans le bar, etc. Donc pour ça, la raison pour instaurer cette règle. Merci Inge. Je donne à vous la parole à Caroline pour d'autres questions. Oui, je pense qu'une dernière petite question avant d'entamer la seconde partie de la présentation. À nouveau, peut-être pour Dr Belkir, existe-t-il vraiment des cas de réinfection du Covid-19? On ne vous entend pas. Voilà. Il y a 3 cas à l'heure actuelle qui ont été décrits dans le monde, à Hong Kong, aux États-Unis et un à Leuven, où on a vraiment pu prouver qu'il y avait une réinfection. Donc, et ce n'étaient pas des réinfections qui étaient plus sévères. Alors peut-être qu'il y en a un peu plus, mais quand on voit le nombre de personnes déjà atteintes, cela veut dire que ça reste une probabilité très faible, très très faible même, en tout cas avec les connaissances que l'on a maintenant. Voilà, je dois vite passer le... Oui, Oui. effectivement, 13h45, oui. Encore une dernière question, Caroline? Mais je pense que voilà, il y a à nouveau la question de la vision de la COCOM pour les gens en situation extrêmement précaire. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet particulier pour lequel on voudrait dédier plus de temps et de support, notamment avec les personnes responsables de la cohésion sociale dans les communes. Médecins sans frontières a aussi pris en contact avec toute une série d'associations de tout le réseau précarité et sans-abrisme. Donc, par rapport à cela, je pense qu'on va on pourra rediscuter de ces questions-là, mais effectivement, avec l'hiver approchant, on sait que les situations risquent d'être de plus en plus complexes, mais on va vers un renforcement du support et des mesures par rapport au Covid dans ce secteur-là.